Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine. Radio Espace Guinée. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix. Merci de nous préférer sur Radio Espace TV. Vous êtes nombreux à nous regarder du côté de Yamoussoukro, c'est en Côte d'Ivoire, tout comme les clubs d'écoute des Informés du côté de Médina, Kermessar, Guédiawaye, c'est dans la ville de Dakar. Bonne arrivée, sans oublier ceux qui nous regardent du côté de Malabo, en Guinée équatoriale. Les Informés, c'est jusqu'à 17h, heure de Conakry. Radio Espace TV. Bonsoir à vous, Amadou, et bonne arrivée. Bonsoir, Tcherno, et bonsoir à tous qui nous écoutent depuis Bouaké, précisément au niveau de la rue 24. Vous savez, vous êtes un Ivoirien. Bonsoir, Malouka, et bonne arrivée. Et bonsoir à toi, Madjou, et bonsoir à toute l'équipe. Chiplo, bonne arrivée. Merci, Madjou, bonsoir, et bonsoir à tous qui nous regardent et qui nous suivent. Bonsoir à vous, Félix Milimono. Bonsoir, Madjou, et bonsoir à tous. Bonsoir à tout le monde, sauf c'est quoi Alphonse Mara. De toutes les façons, tu es obligé en fait. Tu me supportes de gré ou de force. Je disais ce matin bonsoir à tous ceux qui pensaient comme moi hier que le Syrie allait gagner. Bon, ce sont des joueurs yétémafantologues malheureusement. Bon, on est rentré chez nous hier déçus. Totalement déçus parce que notre première erreur a été de négliger notre adversaire direct. Et les supporters ne l'ont pas supporté, s'en sont pris à l'entraîneur, ce qui a été dénoncé par plusieurs. Mais on peut bien comprendre, l'émotion était difficile à retenir. Parce que l'interrogation qui demeurait, c'était Gambie, comme si la Gambie n'avait pas le droit de gagner. Pourtant, la Gambie s'est gentiment et excellemment qualifiée lors de la phase des poules. Donc, il ne faut pas se surprendre, il n'y a pas de petite équipe. Le Syrie a fait ce qu'il pouvait. Continuons à supporter notre équipe nationale. Ils feront mieux les années à venir. C'est toujours le même discours. Non, mais surtout, on espère qu'on ne va pas reprendre les mêmes erreurs du passé qui consistent à tout raser, à tout reprendre. On a déjà une base, on a un travail, on n'a pas atteint l'objectif. Je pense que c'est vrai que c'est fait battre par la 150e nation de football au monde. C'est choquant, mais quand on regarde les 90 minutes, on se dit, mais l'équipe qui méritait de gagner a gagné. Et c'est simplement ça. J'espère qu'on va continuer et puis... Je pense que le ministre, comme on l'appelle, Béa l'avait si bien dit, c'est bien de rêver, mais c'est bon d'être réaliste. Chiplo, un mot par rapport à cette élimination du Syrie? Oui, c'est clair. Déjà, comme l'a dit Amadou, c'est vrai que quand on regarde les 90 minutes, le Syrie pouvait faire mieux, au fait. Le Syrie pouvait faire mieux. Ils ont commencé à jouer carrément dans les 15 dernières minutes et tout. C'était pas évident. On a eu plus d'occasions dans les 15 dernières minutes que presque dans tout le match. Donc moi, je pense, comme tu l'as dit, on a déjà une base, on a de jeunes joueurs et tout. Même si durant cette CAN, on pouvait faire mieux, on espère qu'il y aura vraiment une suite et qu'on va encadrer cette équipe-là pour qu'on puisse prolonger dans autre chose carrément. Loin d'être fataliste, mais c'est toujours le même discours. Oui, on espère que ça va aller. Oui, demain sera encore mieux. Mais malheureusement, on ne tire pas les leçons du passé. Félix? Oui, le football aujourd'hui, c'est un projet. Il faut le dire. Ça commence par des pépites et ça monte en crescendo. Sauf que malheureusement, des fois, on brise les étapes ici en Guinée et c'est très difficile dans ces genres de conditions de pouvoir avoir des résultats. Mais on espère comme les frères l'ont dit. Refondation. On reste toujours dans l'espérance ici en Guinée. Comme on est dans la refondation de l'État, peut-être on va aller aussi dans la refondation du Syrie national. On dit souvent que c'est dans le désespoir le plus terrible qui se nourrit, l'espoir le plus ambitieux. On espère, c'est le même discours. Oui, Malouka. Il parle déjà, je le rebondis carrément sur ce qu'il disait, il parle de reformation. Bon, quand on parle de football, de refondation, pardon, alors dans ce sens, quand on parle de football, cette fois-ci, il faut reconnaître que la majorité des Guinéens ne pensaient pas à cette équipe, n'avait pas en tout cas mis foi sur cette équipe, donc c'est pas aussi surprenant que ça. C'est une première des choses. Ce qui est d'ailleurs devenu habitude chez nous, parce que chaque CAN, on retrouve de nouveaux visages. Il n'y a pas de continuité dans notre équipe. C'est surtout ça L'équipe n'a pas manqué à son engagement. On ne s'attendait pas quand même à cette élimination. Mais bon, c'est ça aussi le football guinéen. Il ne faut pas minimiser les petites équipes. Sinon, quelqu'un me disait hier que même la préfecture de Pita est plus grande que la Gambie. Ainsi va.
C'est ce marabout qui a dit que la Guinée allait remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Lui, il faut bien qu'on le retrouve. D'accord. Allez au Sénégal, c'est aussi mieux que ça. Au menu de cette émission, nous parlerons de la mise en place du CNT qui suscite assez de réactions dans la cité, surtout chez les acteurs sociopolitiques du pays. Chacun y va de son commentaire. On en parlera avec la jeunesse citoyenne de Bella. Et puis comme invité ce soir dans la première partie de cette émission, Les Informés sur Radio Espace, nous avons M. Yamoussa Sidibé, journaliste, ancien directeur général de la RTG, écrivain. Avec lui, nous allons débattre de son dernier ouvrage intitulé Demba, l'étoile filante du Bembea Jazz National. Même si ça s'arrête à du Bembea, c'est important de connaître l'homme qui était Demba Camara du Bembea. Beaucoup estiment que c'est la plus belle voix et la plus grande voix de la musique guinéenne qui nous a quittés et avant même ses 30 ans. On va en parler avec monsieur Yamoussa Sidibé. J'espère qu'il ne va pas nous influencer, d'autant plus que ce sont nos aînés surtout qui nous ont inspirés à un moment donné, qui sont devant nous. Moi, sincèrement, je vous laisse avec lui. C'est quoi Alphonse Bara? Alors, la première question, monsieur Yamoussa Sidibé, dites-nous, à quel moment et qu'est-ce qui vous a motivé à écrire ce roman et en pensant à Demba Camara? Bonjour tout le monde, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs de Espace, du groupe Espace. Et merci de me recevoir sur ce plateau. Demba, je l'ai toujours porté. Le projet de ce livre-là, je l'ai porté depuis l'école primaire. Demba est décédé, je crois que je n'avais pas 7 ans. Donc personnellement, je ne l'ai pas vu. Mais à l'école primaire, on en parlait. J'ai un ami qui s'appelle Ousmane Sow. Il est sourd, mais sa mère était Maninka. Il parlait parfaitement Maninka. Il racontait souvent que Demba est mort brutalement parce qu'il a chanté Balaké, parce qu'il a chanté Tentemba. Que les marabouts n'étaient pas contents de lui. Bon, enfant dans la cour de récréation, je ne réagissais pas, mais j'encaissais. Et puis au lycée, à partir du lycée et en fac, j'écoutais souvent, régulièrement, l'émission de Justin Morel Junior, les grands galas du samedi, qui parlait souvent de Demba avec beaucoup d'émotion, disons avec passion d'ailleurs. Et donc j'ai commencé à réfléchir à cet homme-là, que personnellement je n'ai pas connu, je ne l'ai jamais vu sur scène, je ne l'ai jamais d'ailleurs vu. Et j'ai commencé à réfléchir. Et puis un jour, ma grande sœur et moi, on allait dans le village de notre mère, à Koya. Dans la voiture, je ne sais pas c'était quelle radio, cette radio elle a mis Balaké. Alors ma sœur a commencé à en parler avec émotion, elle pleurait même. Elle parlait du dialogue entre Demba et Bidinimbe et le petit pigeon blanc. Et donc elle en a parlé avec tellement d'émotion que ce jour-là, j'ai décidé d'écrire le livre. C'était en 2016. C'est récent. Alors, je n'avais rien sous la main. J'ai directement pensé à Jean-Baptiste Williams, qui est un collègue. Comme vous le connaissez, c'est un grand homme de culture. Ce sont nos aînés à la RTG. Donc, je lui ai tendu la main. Je lui ai dit que je vais écrire quelque chose sur Demba, mais je ne sais rien de Demba, à part les chansons que j'écoute. Alors, il m'a orienté vers un ami d'enfance de Demba. Il s'appelait Papa Sangaré. Papa Sangaré a accepté de me parler de Demba. Il a même fait un petit carnet pour raconter tout ce qu'il faisait à deux. D'accord. Il avait ce carnet-là quand ils étaient ensemble. Ouais, il m'a confié ce carnet-là. Ils avaient 16 ans quand ils se sont rencontrés, 16 ou 18 ans. Quand ils se sont rencontrés. Donc il m'a confié ça. On a commencé à travailler. Malheureusement, entre-temps, Papa Sangaré est décédé. Il était un peu commencé à prendre de l'âge. Que son âme repose en paix. Voilà, mine. Et je suis revenu vers Jean-Baptiste pour lui dire que voilà, j'ai commencé, mais j'ai encore des informations. On va chercher. Il m'a parlé de celui qui était le petit de Demba, petit entre guillemets. Demba était plus âgé que lui. Demba avait 19 ans quand lui, il avait 12 ans. D'accord. Donc c'était un peu son petit, il faisait tout avec lui. Je peux, vous allez nous aider avec le micro pour soulever le micro. Voilà. Il s'appelle Alpha Cabinet Diakité, Fracas. Ah d'accord, Fracas c'est son nom qui est dans le roman. Voilà. Donc Fracas a accepté de me parler de Demba. De tout ce que beaucoup ne savent pas sur l'artiste. Il m'a presque tout raconté. Et je crois avoir été fidèle à mes deux interlocuteurs, Papa Sangaré. Papa Sangaré, il y avait beaucoup de points d'ombre parce qu'il commençait déjà, il avait l'âge, il commençait un peu à perdre la mémoire.
Mais Fracas a pu tout reconstituer, tout restituer. Et donc voilà, c'est le résultat qui est là. Demba, l'étoile filante du BBH et Fracas, il vit en Guinée, il est à Conakry. Fracas vit, il est... C'est un témoin de plusieurs générations. Fracas vit, il est chargé de communication au ministère, au port autonome de Conakry. D'accord. Oui, c'est quoi, Alphonse? À la lecture de ce roman, la première interrogation qui doit ressortir, c'est d'où est venu le succès de Demba? Est-ce de ce mythe de son alliance avec cette dame ou de son talent? Mais il n'y a jamais eu de pacte entre Demba et qui que ce soit, ni avec un génie, ni avec une femme. Jamais de pacte. C'est pas si... en fait, le livre jongle un peu sur le mystère et la réalité. Mais faites bien attention, Demba n'avait pas signé de pacte. Il n'a scellé de pacte avec personne. Ce qu'il a montré, ce qu'il a exposé, c'est le talent. C'est le talent pur. C'est Demba qui s'est montré sur la scène publique. Félix? Oui, en parlant, on voit bien que c'est l'histoire. C'est l'histoire qu'on raconte. Mais moi, j'ai envie de poser une question. Demba ne vivait plus quand vous était déjà mort quand vous aviez 7 ans, comme vous l'avez dit. Alors, par quelle méthodologie, c'est vrai que vous nous avez expliqué que vous êtes passé par des gens, mais par quelle méthode vous êtes passé pour sincèrement certifier, par exemple, ce qui a été dit par des proches de Demba, d'autant plus que ce n'est pas venu directement de Demba. Alors, ce n'est pas un livre d'histoire. Entendons-nous sur ça. Ce n'est pas un livre d'histoire. Oui, je sais bien, mais c'est une histoire qui est racontée. C'est une histoire qui est racontée. Une histoire réelle. Ok. Le premier titre de ce livre, c'était Le roman de Demba. Donc, je suis parti. C'est un roman historique. Je suis parti de faits réels. L'essentiel des événements racontés dans ce livre ont été effectivement vécus. Les personnes citées ont effectivement existé ou existent encore. Il est vrai qu'il y a 2 ou 3 noms que j'ai changés, surtout des noms de femmes que j'ai changés. Il y a un seul lieu que j'ai changé aussi, c'est-à-dire au lieu de la Sierra Leone, j'ai dit Libéria. Mais sinon, tout le reste a effectivement existé. Donc, en fait, je n'avais pas l'intention d'écrire un livre d'histoire. J'avais l'intention d'écrire un livre mémoire, qu'on se rappelle Demba, qu'on sache qu'il a existé, qu'on comprenne le talent qu'il a. Et puis, c'est un tableau que j'ouvrais pour la jeunesse guinéenne. Oui, Amadoussou. Bien avant vous, il y a le doyen Fodeba Keita en 1950 et en 1952, d'abord par un recueil puis un roman qui parlait de cette culture africaine-là, qui l'expliquait aux Occidentaux avec la troupe qu'il avait. Et on a Aboubakar Demba qui vient au monde en 1944 et en 1963 qui commence avec le Bembeya. Et on est dans une époque, la Première République, où on a un président qui aime cette culture, qui la met en avant, qui a fait son cheval pour atteindre plusieurs pays. Comment c'était cette période-là? Écoutez, vous et moi allons rouvrir le livre de notre histoire, de l'histoire de la Guinée, puisque moi-même, je n'étais pas là en ce moment, au moment où Demba commençait. Mais j'ai lu un peu l'histoire. J'ai lu un peu l'histoire. Ce que j'ai lu, c'est que le président Sékou Touré voulait qu'on retrouve ce que nous avons été, qu'on relise notre histoire. Puisqu'il semblerait que pendant la colonisation, les artistes guinéens chantaient français, avaient des élans culturels plutôt français. Donc, Sékou Touré, le président Sékou Touré a voulu que nous ressemblions, que nous allions vers notre culture, nos traditions, et qu'on ressuscite ce que nous avons été. Et dans ce sens, il aurait même créé des festivals, qui, je crois que c'était 2 ans ou 4 ans, je ne sais plus. Voilà, les artistes se retrouvaient sur... on parlait du peuple bien dans les différentes... Les quinzaines artistiques. Voilà. Non, pas les... Il y avait les quinzaines, mais il y avait les festivals. Les festivals, ok. Les festivals. Ils regroupaient tous les orchestres. Tous les Guinéens se retrouvaient sur un même plateau. Les meilleurs étaient récompensés, les moins bons étaient parfois châtiés. Oui, parce qu'ils perdaient leur gouverneur. Bien. Voilà. Tout à l'heure, vous l'avez dit que Demba ne doit sa réussite avec aucun pacte, en tout cas avec qui que ce soit. Donc, vous qui avez mené toutes ces recherches-là et tout, avant ce succès-là, d'où vient tout ce succès? D'où est-ce qu'il puise son talent?
Était-il dans sa famille, avait-il des musiciens et tout? Où est-ce qu'il puise en tout cas cet énorme talent qui était en lui? Vous qui avez fait des recherches. Alors, Demba n'était pas un griot. Son père faisait accordéon Camara. On n'a jamais voulu que Demba touche le micro, on n'a jamais voulu que Demba chante. Alors que lui-même, il était musicien. Lui-même jouait de l'accordéon, mais à ses moments perdus. Ce n'était pas un musicien. D'accord. Mais, vous savez, chez nous, on fait un peu la différence, hein, malheureusement. Voilà, donc Demba n'était pas un griot, mais il aimait cela. Il a aimé ça depuis tout petit. Il admirait James Brown. Il voulait ressembler à James Brown. Il voulait faire mieux que James Brown. Mais son talent, en fait, ce qu'il a été, il l'a réussi parce qu'il aimait son pays. En fait, il n'aimait pas singer, il n'aimait pas être l'autre, il voulait être lui. Et dans ce sens, il allait à l'intérieur du pays. Il allait régulièrement dans les préfectures, dans le coin et recoin du pays, à la quête du son, des pas de danse, de tout ce que nous sommes et qu'il exprimait sur scène. Quand il veut, par exemple, quand vous prenez la chanson Paya Paya, Paya Paya, c'était quand sa mère est tombée malade, il est parti la soigner à Farana. À Farana, il a rencontré un couple de griots qui est venu le chanter à sa façon, Paya Paya. C'est à ce moment-là qu'il a pris ce morceau, qui est devenu un succès après. Toutes ces chansons, il va les chercher dans les tréfonds du pays, dans les coins les plus reculés du pays, les pas de danse et tout. Quand il dit, par exemple, un conon, des choses comme ça, il va tout chercher à l'intérieur. Donc c'est ce qui a été le succès de Demba. Bien. Avant de vous patienter, il y a beaucoup d'autres qui patientent, c'est très important. Alors, dans votre ouvrage, Demba, l'étoile filante du Bembea, vous commencez par sa disparition. Je veux parler de ce carrefour Mamel au Sénégal. Pour ceux qui connaissent Dakar, c'est un endroit, c'est un grand carrefour où il a fait un accident. Et il partait au Sénégal pour un spectacle. Il est décédé à l'hôpital, j'imagine. Est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances de sa mort? Je voudrais bien que les gens lisent le livre. Tout est bien indiqué dans le livre. En fait, il était parti pour le Sénégal pour donner un spectacle. Il voulait vraiment conquérir le Sénégal. Il savait que des artistes de grands noms comme Sori Kandia Kouyaté a fait ses premiers pas sur la planète des stars à Dakar. Et donc, il comprenait ce que Dakar pouvait le représenter. Donc, il est parti avec beaucoup d'enthousiasme à Dakar. Et malheureusement, entre l'aéroport et l'hôtel, il a fait cet accident-là. Et vous avez vu, le livre est ouvert sur cet accident-là. Où une grande partie voit la mort, mais il ne veut pas céder à la mort. Il se bat contre la mort. Il veut exister, il veut rester. Il appelle sa mère. Que sa mère vienne l'aider à résister à la mort. Et juste après, vous avez parlé du Bembea, parce que souvent les gens se demandent d'où est parti, d'où est venu le nom Bembea. Moi, c'est en lisant le livre que j'ai compris que Bembea, c'était un fleuve du côté de Beila. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu pour les Guinéens qui nous regardent? Alors, Bembea, c'est une rivière qui coupe la ville de Beila en deux. C'était à l'époque de Émile Condé, qui était gouverneur de la ville de Beila, qui voulait transformer sa ville, qui voulait moderniser la ville de Beila, à l'image de Gekedou, de stars de football, de stars avec le Kebendo et tout. Tous les jeunes voulaient être à Gekedou en ce moment avec Toumani Sangaré. Donc Émile Condé voulait faire la même chose, il voulait moderniser Beila. Et donc il a cherché à constituer cet ensemble-là. Il a fait à partir d'une base composée de Hamidou Diaouné et quelques-uns. Donc il a réuni les grands 3 ou 4 artistes. Il a fait appel à Ashken Kaba, qui est considéré comme un musicologue qui était à Conakry. Il l'a mené à Beila pour coordonner les activités de cet ensemble-là. En ce moment, le principal chanteur ou la seule chanteuse de l'orchestre, c'était Djené Camara. Et malheureusement, Djené Camara a trouvé un homme, elle devait se marier, et l'homme ne voulait plus qu'elle chante. Donc le Bembea était à la recherche d'un chanteur. Et il se trouvait qu'il y avait 2 jeunes menuisiers que Émile Condé avait fait venir de Kankan. Les deux jeunes menuisiers, c'était Salifou Kaba et Demba Camara, Demba qui bégayait beaucoup. Et donc, quelqu'un est parti dire au gouverneur de la ville de Beila qu'il y a 2 jeunes dans l'atelier à côté qui chantent très bien. Ils chantent des chansons hindoues, des
des chansons congolaises, cubaines. Il dit, quels sont ces jeunes-là? Ce sont les 2 jeunes que vous avez amenés, vous avez envoyés de Cancan. Il dit, mais il y a un parmi eux qui bégaye, je ne pense pas que lui puisse chanter. Il dit, non, il chante très bien. Il dit, non, il bégaye. Il ne peut même pas allier 2 ou 3 phrases. On l'a fait venir les 2 jeunes qui avaient 18, 19 ans comme ça. Et puis Émile Condé a demandé qu'ils chantent devant lui. Ils ont chanté. Il a bien aimé et il a demandé aux jeunes qu'est-ce qu'ils voulaient. Les 2 jeunes ont demandé au gouverneur de les faire intégrer le Bembeya Jazz. Donc le gouverneur de la ville de Bela a organisé une rencontre entre les 2 jeunes et le Bembeya. Hamidou Diaouné, qui était le chef d'orchestre, a demandé à Seko Bembeya de les entendre. Et finalement, c'est Salif Kaba qui a été retenu. Salif Kaba a été retenu parce que le Bembeya était à la recherche d'une voix féminine. Parce qu'il venait de perdre Diané Kamara. Les fans du Bembeya voulaient une voix comme Diané Kamara. Donc Salif Kaba a été retenu. Malheureusement, Salif Kaba a dit qu'il ne vient pas dans l'orchestre sans son ami d'enfance. Parce qu'on n'avait pas confiance à Demba, d'autant plus qu'il bégayait. Il bégayait, mais en fait, ce n'est pas seulement ça. C'est parce qu'il chantait très bien. Mais le Bembeya ne voulait pas 2 chanteurs. Il voulait un chanteur, mais un chanteur qui ressemble à la personne, à une voix qu'il connaissait déjà. C'est-à-dire Diané Kamara, une voix de femme. Et Salifou a une voix de femme. D'accord. Voilà. Mais Salifou a dit qu'il ne pouvait pas venir dans l'orchestre sans son ami d'enfance. Et voilà, c'est comme ça que les 2 ont été finalement recrutés. Et rapidement, Demba s'est imposé comme le principal chanteur. Bien. Et juste après, son ami, qui est son meilleur ami, Salifou, a quitté Bela pour se rendre à Conakry. Il était isolé visiblement Demba. Il se rend à Zérikore rencontrer son oncle. Il retrouve le Nimba Jazz. Tout d'un coup, il va encore à Lola. Et à l'occasion même d'une visite du président Sékou Touré à l'époque, il a joué. Et tout le monde voulait que Demba revienne à Bela. Et il n'a pas voulu abandonner ses amis de Lola. C'est une longue histoire. Il dit, c'est commandant Barry qui m'a fait venir à Lola. Il a confiance en moi, je ne vais pas l'abandonner comme ça. Mais malheureusement, sous la pression d'Émile Condé, il est retourné à Bela. Bien, oui. Malouka. Et Bemba qui vit encore, parce que chose qui fascine tout le monde, tous ceux qui ont connu Demba jusqu'à notre génération. Alors, vous avez fait beaucoup de recherches autour de Demba. Y a-t-il une particularité que vous n'avez pas eu à citer dans ce roman? Oui, il y a beaucoup de choses que j'ai volontairement voulu taire dans ce roman. Demba était un jeune, Demba était très jeune quand il mourait. Bien sûr. Et donc voilà, il y a beaucoup de petites choses qu'il faisait. Et d'accord. Et aussi, vous avez parlé de l'histoire de votre ami depuis bas âge. Forcément, vous avez eu à faire des enquêtes dessus aussi. Est-ce réel ou juste une question de mythe? Non, en fait, je ne sais pas si c'est réel. Mais les interlocuteurs que j'ai eus, aucun d'eux ne m'a clairement dit quelque chose. Et qu'il avait signé l'impact. Et je crois, ce que je sais maintenant de Demba, c'est qu'il n'a signé de pacte avec aucun génie, aucun marabout. Il n'aimait même pas les marabouts. Il y allait sous la pression des uns et des autres. Par exemple, quand il a rêvé que la Guinée avait été envahie par des étrangers armés, c'était le 22 novembre, il a rêvé de cela, effectivement. Et puis son ami Papa Sangaré lui a dit, puisqu'il a vu des morts, beaucoup de morts, il a vu que le ministre Diop Alassane avait été arrêté dans le rêve. Donc son ami lui a conseillé d'aller à Koya voir un devin. C'est ce devin-là qu'il a sorti des sacrifices à faire. Malheureusement, qu'il n'a pas eu... Il n'a pas fait les sacrifices. Correctement. Mais cette chanson qu'on appelle Balaki, qui est une chanson culte, tube même si on peut le dire ainsi, on parle d'un mythe. Même son ami qui vivait au Libéria, à Morovia, Kadiata, toujours en écoutant cette chanson, à travers en tout cas cet ouvrage, voulait que Demba fasse ses sacrifices, mais Demba n'a pas fait. Est-ce qu'on peut dire que cette chanson Balaké est un mythe qui a été, si je peux le dire ainsi, il a été sacrifié par les Yab Sepa? Est-ce une prémonition? Est-ce une prémonition sur la vie même de Demba? C'est ce que Demba a pensé quand il a écouté la femme qui sortait du fleuve, de la rivière de Bembeya. Il a peut-être pensé. Il a raconté à son ami qui s'est moqué de lui. Vous savez, vous tous, peut-être, vous avez tous plus de 29 ans maintenant. Et peut-être un jour, vous avez été voir un joueur de Kouri ou bien un marabout qui vous a dit faites ce sacrifice-là. Mais en général, vous ne l'avez pas fait.
Parce que personne n'y croit, en fait. Non, c'est pas parce que vous n'y croyez pas. Parce que vous vous sentez immortel. Quand on est jeune, on se sent immortel. Il y a des choses qui ne peuvent pas nous arriver. Ça peut arriver à ceux qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, mais pas à nous. Donc on néglige. Bien. On néglige. Donc il y a eu beaucoup de sacrifices qu'on lui a... En fait, je ne veux pas complètement gommer le côté mythique, le côté mystérieux, parce que c'est ce qui alimente ce livre-là. Mais puisque nous parlons d'un être humain qui a effectivement vécu, les enquêtes, les résultats des enquêtes que j'ai eues, c'est que non, il n'a pas scellé de pacte. C'est un insouciant, il aimait la vie, voilà, un épicurien. La jeunesse, comme on l'a dit, parfois c'est une période de folie. Mais quand on prend un personnage comme Bob Marley, Tupac, Arafat récemment, et on prend un Demba et on prend votre titre, l'étoile filante, est-ce que ce ne sont pas des choses qui arrivent sur chaque génération ou dans chaque pays? Ben oui, Bob Marley, par exemple, il est mort très tôt. Il est mort à l'âge de 36 ans, je crois. Il a tout donné en 36 ans. Est-ce que vous vous imaginez? Il couvre le monde entier aujourd'hui. Il n'a pas eu 40 ans. Il y a des choses, s'il avait eu le temps, s'il avait gagné en âge, il y a des choses qu'il n'aurait jamais pu faire. N'est-ce pas? Mais quand on est jeune, franchement, on est insouciant. On pense que le monde nous appartient, que nous sommes des démiurges. C'est ce qui est arrivé certainement à notre ami Demba. Il était jeune, il s'amusait, il pensait que la vie c'était une éternité. On est immortel quand on est jeune. Voilà, il se sentait effectivement immortel. C'est pas si vous avez lu le livre, il y a eu des conversations qu'il a eues avec son petit garçon, son petit ami Fracas. Il parlait de la mort. Par exemple, quand Bakary Sissoko est décédé, il y pensait souvent. Qu'est-ce que je vais devenir? Est-ce que les gens qui m'aiment aujourd'hui continueront à être à mes côtés? Est-ce qu'ils continueront à penser à moi? Vers la fin, c'est comme s'il avait peur de mourir. Oui, on peut le sentir. À travers ses conversations avec son petit Fracas. Alphonse? L'autre interrogation, c'est quand même ce jeune qui commence à Bela, ensuite Zéré Lola. Comment il fait pour se retrouver sur Conakry et sur toute la sous-région? Parce que c'est devenu finalement l'ambassadeur de la culture. Écoutez, l'orchestre a été nationalisé. Lorsqu'ils ont fait, ils sont allés jouer à Cuba, en 1966 à Cuba, à leur retour, le PDG a décidé de nationaliser l'orchestre avec le micro. Donc ils sont arrivés à Conakry et puis on leur a donné le jardin de Guinée pour un départ et puis après la Payotte. Donc c'est comme ça qu'ils sont venus à Conakry. C'était des jeunes qui étaient à Bela, qu'on a ramenés à Conakry, c'était comme des fonctionnaires qu'on mutait. Voilà, c'était devenu un orchestre national. Bien, oui. Théophile, Félix Blito. Voilà, ça vous fait quoi d'écrire cette histoire émouvante de Demba? Si vous pensez que c'est une histoire émouvante, je crois que j'ai atteint mon but. C'était je voulais tutoyer le cœur de celui qui le lit. Je voulais justement susciter cette émotion dans le cœur de celui qui acceptera de prendre ce livre-là. Bien, et moi je vous invite à lire sincèrement, vous serez ému. Moi depuis que j'ai commencé, j'aimais beaucoup ces chansons, mais en lisant, avoir beaucoup d'informations, c'est une histoire très triste, d'autant plus qu'il pouvait porter haut les couleurs. D'ailleurs, il avait porté haut les couleurs. Quand j'écoute Amadou Toumani Touré, à un moment de femme, Toumani Touré qui disait que c'était ses idoles, c'était un ancien président du Mali, je me dis que s'il avait eu plus d'âge, je pense qu'il pouvait être à l'image de James Brown, africain, même si c'était son idole. Oui, Chiplou. Déjà, il y a beaucoup de zones d'ombre quand même et beaucoup d'interprétations qui sont liées à une certaine période de la vie de Demba. Parlant d'abord de l'accident, on va essayer de s'accentuer sur ça. Là, il y a beaucoup de choses qui se racontent. Il aurait voulu sauter de la voiture, ou bien il est décédé sur place, c'est parce qu'il a sauté de la voiture qu'il est décédé. Il y a beaucoup de choses. Qu'avez-vous à regrouper comme information concernant même les circonstances de l'accident? Et après l'accident, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Écoutez, ça ne m'a jamais été dit à haute voix que Demba a sauté de la voiture. Bon, moi, ça m'a été dit à basse voix. Voilà. Je répète encore une fois, ça ne m'a jamais été dit à haute voix qu'il a sauté de la voiture. Mais quand on vous raconte les circonstances de l'accident, il était le seul à avoir été éjecté de la voiture. Certainement, dès qu'il a vu que la voiture dérapait, il a tenté. Mais ça, c'est une spéculation de ma part. Ça ne m'a pas été dit. Une spéculation de ma part. Ça arrive souvent qu'il y a un accident que tu sautes pour éviter. Pour éviter. Mais finalement, c'est toi qui en fait, c'est toujours ça. Voilà. Donc,
Voilà, ça ne m'a pas été dit. C'est pourquoi je ne l'ai pas raconté. Mais ce sont mes impressions aussi. Ouais. Ce sont mes impressions aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a été dit par quelqu'un que vous avez cité ici, que je préfère ne pas citer vu que vous n'avez pas... la personne n'a pas à vous dire ça. On apporte quelque chose à l'histoire nationale. Effectivement. Donc moi, j'ai échangé avec le doyen Jean-Baptiste Williams parce que c'est vraiment une bibliothèque vivante qui connaît la culture et tout. Et dans nos échanges, il a eu quand même à citer cette partie-là, même si ce n'a pas été divulgué, je dirais, écrit et tout. Donc, je voulais juste savoir si dans vos recherches aussi, vous avez pu recouper la même information venant peut-être d'autres personnes. Encore une fois, pas à haute voix. D'accord. Monsieur Yamoussa Sidi, avec ce livre Demba, l'étoile filante du BMBA, dans ce roman, le nom de sa maman revient souvent. Il était très proche de sa maman. Et même quand sa maman est tombée malade avec des gales, il a tout abandonné pour être à côté de sa maman. À l'époque, je ne sais pas si sa fiancée Ouminatou, qui était aussi à côté de sa maman, qui était responsable du JRDA à l'époque. Dans ce roman, avec sa maman, est-ce qu'on peut revenir un peu sur l'histoire avec sa maman? Parce qu'aujourd'hui, les gens disent que Demba a eu du succès, c'est parce qu'il écoutait sa maman. Et souvent, la maman, c'est la personne la plus chère d'un être humain. Demba n'a jamais contredit sa mère. Il faisait tout ce que sa mère lui demandait. Je ne voulais pas anticiper la lecture de ce livre, mais il a épousé Ouminatou, qu'il aimait beaucoup, mais il l'a épousé surtout parce que sa mère le voulait. D'accord. Il n'a jamais refusé. Tout ce que sa mère le disait, même s'il ne voulait pas, il acceptait. Sinon, il a tenté de faire changer d'avis à sa mère, surtout sur celle qui est présentée sous le trait de Kadiata dans le livre. Qui vivait au Libéria. Qu'il aimait beaucoup, qu'il aimait follement. Mais sa mère n'a jamais voulu rencontrer celle-là. Il a dit, quand je suis tombé malade, c'est Ouminatou Bari qui était à mon chevet, qui m'a suivi, qui m'a soigné, et j'ai donné ma parole à cette femme. Et bien, vous connaissez, je suis l'un des représentants ici, les gens de Wassoulou, quand ils donnent leur parole, ils respectent. Voilà, je voulais vous faire rire. Justement, parce que là, quand même, moi, j'ai lu une grande partie, mais je m'attendais quand même à cette réponse entre Kadiata et Ouminatou. Donc, si je comprends bien, je ne sais pas s'il faut poser cette question ici. Koulakou, c'est sa maman Ouminatou? Koulakou, la fille de Demba? Non. La fille de Demba, dans le livre, la maman de sa fille, dans le livre, s'appelle Iliasso. Je dis bien, dans le livre. D'accord. C'est important. Oui, Amadou? Oui, qui vit encore, hein, qui vit encore. Oui, je continue. Il me reste 10 pages. Moi, c'est surtout les personnages, c'est vrai, avec la voix soprano, comme le disait Hawa Touré de Kalak Radio. Et on se retrouve avec ce malinqué-là, limpide, pour quelqu'un qui est né à Conakry. D'où est-ce que c'est venu? Surtout pour les personnages qui bégayaient. On nous a toujours dit, les gens qui bégayent quand ils chantent, ça ne bégaye jamais. Comment comprendre ça, de ce personnage-là? Cette force-là? Que celui qui bégaye puisse bien chanter, se surpasser. Je voudrais bien donner une réponse scientifique. Peut-être que c'est le médecin qui peut le faire. Moi, ce que je sais, et ce qu'on dit souvent, que les gens qui bégayent sont en général de très bons chanteurs. Et quand il intervient même dans les radios, il ne tâtonne pas. Il ne bégaye pas beaucoup. Mais si vous avez écouté Demba Tetemba, il bégaye quand il dit formidable. Pour dire formidable. Ce qui paraît finalement comme un style. C'est devenu un style, voilà. Mais c'est qu'en fait, il bégaye. Il semble que Kadiata l'a beaucoup aidé parce qu'il était gêné avec le bégaiement. Mais Kadiata l'a beaucoup aidé à se dépasser. Oui, Alphonse? Moi, ma question, c'est l'héritage de Demba. Demba a été cette icône qu'il a été. C'est quoi son héritage familial, culturel aujourd'hui? Familial, il a laissé une fille d'une grande gentillesse, une fille qui a le même cœur que son père, qui porte le nom de sa mère, une fille qui se démène, en tout cas qui s'emploie à faire revivre ce que son père a été, à donner une grande présence à son père aujourd'hui. Sur le plan culturel, c'est pourquoi quand je suis entré dans ce studio, je voulais savoir, vous qui êtes jeune, est-ce que vous connaissez Demba? Est-ce que vous connaissez Balaké? Parce qu'aujourd'hui, quand vous sortez hors de votre pays, sortez hors de l'Afrique, les rares chansons que les autres écoutent aujourd'hui des Africains, c'est les chansons nigérianes.
Vous savez, les Nigériens, les artistes actuels du Nigeria sont partis de Fela Anikulapo Kuti. Oui. De Lankushi. Voilà, de sa musique. Notamment Burna Boy qui fait le tour du monde aujourd'hui, qui s'est inspiré du registre de Fela. Fela il a fait comme Demba. Il allait dans les villages, chercher les sons, chercher les pas de danse, chercher comment chanter. La rythmique. La rythmique. Voilà, tout cela. Donc, en écrivant ce livre, je voulais simplement peut-être dire aux jeunes de Guinée que nous avons quelqu'un de qui ils peuvent partir pour rester guinéen dans le modernisme. Demba peut servir, parce que Demba, quand il vivait, il a tenu la compétition à tous les artistes africains. Il a tenu la concurrence. Donc, si nous partons de l'héritage que Demba a laissé, nous pouvons continuer à rester présents dans notre existence. Nous chanterons moderne en restant guinéen, en restant Soso, en restant Paul, en restant Manika, en restant Forestier. C'est un peu l'un des objectifs de cela, qu'on sache que nous avons une très belle histoire culturelle. Nous n'avons pas à chanter Maninka comme nous, Maninka. On se met à chanter Maninka. Quand un Maninka nous écoute, il pense que c'est un Américain qui chante Maninka. Les sons sont déformés. Les sous qui chantent, les sons sont déformés. Et consorts. Mais rester nous-mêmes et entrer dans le modernisme, on peut le faire. On peut le faire. Bien. Et parce qu'aujourd'hui, si nous écoutons les jeunes guinéens de toutes les ethnies chanter, vous dites que les États-Unis n'ont pas besoin d'avoir un ministère de la culture. Nous faisons le travail pour eux. Et dans cet ouvrage, vous parlez de la solitude de Demba à un moment donné. Vous parlez de quelle solitude ici? Cette solitude est liée à quoi? En fait, il ne s'était pas habitué encore. Il venait d'intégrer le Bembeya. Il n'était pas habitué encore. Il ne connaissait pas Bella. Il était à Cancan. Il connaît Cancan, il connaît Mamou, il connaît Conakry, mais pas Bella. Il est venu grâce à son ami Salif Okaba à Bella. Et puis, ils ont intégré ensemble le Bembeya. Et Salif est parti en vacances. Il se sentait tout seul. Il n'avait pas réussi encore à tisser, à nouer des relations avec les autres. Donc il s'est senti brutalement seul, trop brutalement, si brutalement qu'il a quitté Bella pour aller rejoindre son oncle qui était à Zérékoré. Qui était commissaire de police. Oui. Chiplo? Oui, c'est vrai que Demba n'est plus avec tout et tout, mais il y a certains membres du Dembeya qui sont avec nous, entre autres Diamond Finger par exemple, et Sekou Le Gros. Avoir un peu le traitement aujourd'hui réservé à ces gloires, à ces icônes-là. Et quel est votre point de vue sur ça? Même si récemment l'ancien président a voulu prendre des mesures pour eux, pensez-vous qu'aujourd'hui qu'ils sont traités à leur juste valeur? Non, on ne peut jamais dire que l'artiste est traité comme il le mérite. L'artiste, c'est comme, disons, celui que citait le poème de Baudelaire, là, avec le gros oiseau, l'albatros, voilà. C'est comme l'albatros qui survole la ligne de l'humanité. Pardon, la ligne de la vie de la cité. Donc cet albatros-là, c'est un être extraordinaire, c'est comme un prophète. On ne pourra jamais le récompenser à sa dimension. On peut faire quelque chose pour lui, pour qu'il puisse donner à manger à sa famille, mais on ne peut pas le récompenser à sa juste dimension. Ce qui est fait déjà, est-ce que c'est suffisant? Bon, il y a une reconnaissance nationale. C'est vrai que Sekou Bembeya, Sekou Le Gros ne peut pas passer inaperçu aujourd'hui. Ils sont respectés partout. Mais est-ce qu'ils sont traités comme cela se devait? Ça, c'est l'autre question qu'on peut poser. Alors, pas toujours d'ailleurs. En parlant de Demba, dans cet ouvrage, vous mentionnez sa moto. Et il ne passait pas inaperçu à Conakry. Partout là où il passait, ce sont les filles qui couraient derrière lui. Il était très célèbre. Et souvent, on dit que ceux qui sont célèbres, là, ils n'ont pas longue vie. Racontez-nous cette histoire avec sa moto. Vous disiez dans cet ouvrage qu'il n'y avait que 3 personnes qui avaient ce genre de moto à Conakry. Les motos à 3 roues. 3 roues, sidecar. Il préférait monter, prendre ses motos, même voyager, aller à l'intérieur du pays. Il préférait sa moto, même quand le président Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré, lui proposait des véhicules. Oui, en fait, un jour, il devait aller accompagner sa mère à Farana, rejoindre sa mère à Farana qui avait des gars qui étaient malades. Sékou Touré lui a proposé de partir avec sa sœur à Ramata. Et Demba n'a pas voulu. Il dit qu'il a besoin simplement que le président le recommande au gouverneur de Farana. Mais qu'il préfère aller sur sa moto. De Conakry à Farana sur sa moto. Il faisait tout sur sa moto. Même à Conakry. Même à Conakry. Quand il arrivait devant le
cinéma 8 novembre, cinéma Liberté. Il se mettait à ronfler très fort pour que tout le monde le remarque. Quand il passe devant l'université, il ronflait bruyamment. C'était un jeune. Et puis personne n'avait cette moto-là, si ce n'est pas lui. Malgré sa célébrité, mais il n'était pas orgueilleux. Il avait les pieds sur terre. C'était l'une de ses caractéristiques. Il est resté humble en dépit de tout. Il est resté un grand artiste, comme le disait Djélé Mamadou Kandé. Il est resté humble. Et l'artiste, c'est l'humilité. Comme le journaliste d'ailleurs aussi. Amadou. Ça fait du bien de savoir que l'histoire du malinqué de la moto ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, revenons en 2016. Pour vous vous êtes un aîné de plus de 2 générations sur nous autres, et de savoir que dans nos manières scolaires, on ne nous enseigne pas cela. Des monuments comme Demba, il y en a des dizaines, des centaines en Guinée. Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à la base qui consiste, c'est vrai que nous autres, un peu plus grands, n'avons plus cette culture de lire, mais inciter nos enfants, apprendre nos enfants qui étaient nos aînés, peut-être bien avant les indépendances, mais à partir de l'indépendance surtout. C'est un souhait que j'ai toujours exprimé, qu'on nous lise dans nos écoles, que l'écrivain guinéen soit programmé dans les écoles. N'est-ce pas, que les grands hommes de Guinée soient des sujets d'écriture. Et c'est à cela que je m'applique. Je ne suis pas seul, d'autres le font. Il y a de grands hommes que nous avons connus. Vous entendez des voix comme Sori Kandia Kouyaté, c'est une voix que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Mais qui était Sori Kandia Kouyaté? Pour encenser la fierté nationale, on devrait écrire sur ces gens-là. Et mettre ces écrits à la disposition de la jeune génération. Pour que nous sachions que nous avons un passé, un très beau passé, un passé glorieux, un passé artistique enviable, et que nous n'avons pas à chercher à singer les autres. Nous pouvons partir de ce que nous sommes pour exister. C'est une très bonne chose, c'est une très bonne question, mais peut-être que le ministère de l'enseignement ou d'abord le ministère de l'enseignement nous écoute. Oui, effectivement, le ministère de la culture aussi. Parce que est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'on a une mémoire culturelle? Parce que quand on sait que les Sori Kandia sont passés, qu'il n'y a pas de documentation, ni même de discographie dont dispose le ministère, est-ce qu'il faut continuer quand même à effacer notre histoire de cette manière? Il faut permettre au ministère de la Culture d'embrasser l'envergure, de toute l'envergure de ses prérogatives, de ses responsabilités, de son devoir. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui manquent aujourd'hui et qui se produit au ministère de la Culture. Le ministère de la Culture est un ministère prioritaire dans les conditions normales. On devrait donner les moyens, outiller ce département, lui permettre, parce que si nous sommes cultivés, si nous savons être nous-mêmes, nous allons bien gérer notre avoir, je vais dire financièrement, nous allons bien exploiter nos ressources minières, nous allons bien exploiter nos sols. Si nous savons être nous-mêmes, si nous savons être guinéens. Il y a des pratiques agricoles, par exemple, des bagarres sur les montagnes, dans les rizières, dans les bas-fonds. Dans les bas-fonds, oui. Il y a des pratiques culturelles qu'on appelle, je ne sais pas comment on appelle ça, vers le Fouta, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Si nous nous connaissons, nous pouvons remonter toutes ces connaissances-là et puis nous permettre de réagir sur tous les plans. Pas seulement au niveau de la danse, au niveau de la chanson, mais aussi dans notre vie de tous les jours. Nous parlons de corruption aujourd'hui, c'est parce que nous refusons de savoir que celui qui gère l'argent public le gère pour tout le monde. Nous nous servons et puis nous partons parce que nous n'avons pas la culture de la nation. Nous n'avons pas la culture guinéenne, nous n'avons pas la culture de la collectivité. Donc effectivement, on devrait donner tous ces moyens au ministère de la Culture et en ressources humaines, pas seulement les moyens financiers, mais surtout en ressources humaines, que chacun comprenne sa responsabilité, voilà, pour faire de Guinéens ce qu'il devrait être. Qui était Demba Camara du Bembean? On en parle avec M. Yamoussa Sidibé, journaliste, ancien directeur général de la RTG, écrivain. Maluka Camara. Oui, M. Sidibé, on se rend compte d'ailleurs sur tous les plans que vous vous êtes beaucoup intéressé à Bemba Camara. Et vous allez partager avec nous d'abord la particularité, c'est-à-dire ce qui vous a le plus poussé à parler de sa vie.
premièrement. Deuxièmement, on a aussi parlé tout à l'heure de Sori Kandia, paix à son âme. Aujourd'hui, on parle de Bemba Kamara. Est-ce que Demba Kamara, mais est-ce que réellement, une question, voilà, est-ce qu'on profite aussi de ceux qui vivent? Parce que dans Bembeya, on sait qu'il y a d'autres qui vivent. On a aussi Kamayen, Sofa et autres. On a beaucoup d'anciens qui vivent. Est-ce que réellement, les gens profitent de ceci? Est-ce qu'on parle de ceci? Je ne sais pas. On trouvera la réponse ensemble. Hein? Ce qui est clair, c'est que après la mort de Demba, le Bembeya avait cessé d'être ce qu'il avait été. Peut-être que je me trompe, mais c'est ma conviction profonde. Je l'exprime. Je pense qu'après la mort de Demba, le Bembeya a cessé d'être... parce que même les chansons qui sont venues après, c'est d'une autre envergure. Ça n'a plus cette saveur que savait lui mettre Demba. La première question, c'était quoi déjà? Pourquoi? Ce qui vous a le plus poussé à parler de lui, à écrire? Oui, non, j'ai dit que je portais ce projet-là depuis tout petit. Et puis, il y a quand Demba dit à ses parents d'aller offrir les noix de cola à l'esprit des anciens. On l'écoutait bien avant l'émission. À l'esprit des ancêtres, pour qu'ils survivent. C'est très fort. C'est très fort. C'était bien avant son accident. Bien avant tout. C'est lui qui a chanté. Vous avez écouté le dialogue entre lui et le pigeon blanc. L'homme demande le pigeon blanc. Il pose des questions au pigeon. C'est tellement poétique, c'est tellement beau. De la métaphore, disons. Voilà, disons. En tout cas, c'est très beau. C'est très beau. Je ne sais pas maintenant si instinctivement les mots qu'il disait c'était pour annoncer quelque chose. Je ne peux pas le certifier. Bien. Parce qu'il n'a pas de lui-même. Bien. Félix? Oui, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez, par exemple, à la place de Demba, où vous souhaitiez, par exemple, qu'il y ait ça, ou que sa vie se termine en d'autres circonstances? Oui, j'aimerais avouer qu'il vive jusque-là. Oui, quand même. 100 ans de protection. J'aurais voulu... Et même Kadiata disait que je te souhaite plus de vivre avec moi pendant 80 ans. Voilà. Dans le livre, dans le roman, c'est mentionné. Mais il n'a pas eu ses 30 ans. Ah, il n'a pas eu ses 30 ans. Oui, Chiplou? Après toutes ces recherches, après tout ce beau travail que vous avez effectué, aujourd'hui, quel est le retour que vous avez de ce livre? Comment les gens perçoivent ce livre-là? Qu'est-ce que vous dites? C'est une satisfaction? Comment vous percevez tout ce qu'il y a aujourd'hui? Écoutez, il y a une personne qui est journaliste, qui est de votre génération. La personne, certainement, si elle m'écoute, elle se reconnaîtra. M'a dit qu'elle regrettait d'avoir lu ce livre parce qu'elle a passé toute la nuit à pleurer. Toute la nuit à pleurer quand elle a lu le livre. Elle en parle à tout le monde autour de lui. Et franchement, c'est ma satisfaction. Que je donne un peu de plaisir aux uns aux autres, qu'en lisant ce que j'ai écrit, je puisse entrer dans l'intimité des gens, parler à leur intimité, titiller leur intimité. Voilà, c'est l'immense plaisir. Ouais, ça fait plaisir quand même en lisant ce livre. C'est comme si vous... Il y a un ancien ministre aussi qui m'a appelé, je crois que c'était vers 23h. Il m'a dit, mais le livre là, je l'ai pris, je voulais lire 2 ou 3 pages, mais je viens de le finir. Il était tellement heureux, en même temps tellement triste. En lisant ce livre. Donc vous voyez, c'est des émotions. C'est comme, sincèrement, l'histoire nous a toujours enseigné que Demba, c'est l'une des plus belles voix de la musique guinéenne, mais en lisant ce livre, vous allez vous rendre... C'est comme si vous vous retrouvez dans l'histoire. En lisant ce livre, c'est comme si vous étiez à l'époque, vous viviez à l'époque, vous voyagez, et c'est triste. C'est triste quand vous lisez ce livre. Moi, je vous invite réellement à lire ce livre. C'est très important. Demba, chacun d'entre nous, l'histoire nous a enseigné que Demba a existé, du Bembeya Jazz National. Mais qui connaît Demba, c'est juste les chansons. Mais à travers ce livre, vous pouvez avoir beaucoup d'informations. C'est quoi, Alphonse? Sincèrement. Moi, pour finir, aujourd'hui, si vous aviez Demba en face de vous, après tout ce que vous avez fait comme recherche sur lui, et tout ce que vous avez mûri comme réflexion pour produire ce livre, si vous aviez Demba en face, que l'auriez-vous exprimé? Dans le micro, Je lui aurais dit certainement que la femme du fleuve, de la rivière de Bembeya, lui avait dit que chaque fois qu'elle doit sortir, elle demandait la route au pigeon blanc. Que c'est le pigeon blanc qui lui indique
ce qu'elle doit faire de sa journée. Et elle faisait exactement ce que le pigeon blanc lui disait. Le jour où le pigeon blanc ne s'exprime pas, elle reste à la maison. Elle lui a dit, tu n'es pas obligé d'aller consulter les devins. Tu n'es pas obligé de consulter les anciens. Tu n'es pas obligé de consulter les marabouts. Mais si tu le fais, respecte ce qu'ils te disent. Exécute ce qu'ils te disent. N'est-ce pas? Donc si j'avais Demba en face de moi, j'allais lui dire de retourner, exécuter ce que le pigeon blanc lui a dit, ce que la cartomancienne lui a dit, ce que le devin de Koya lui a dit. De tout exécuter pour qu'il ait 50 ans comme moi aujourd'hui. C'est la fin de cette première partie. Amadou, peut-être une dernière question rapidement avant de clôturer la première partie. Ouais, ok, voilà. J'aimerais savoir, il meurt en 73. Connaissant la tension politique qu'il y avait entre la Guinée, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, ces pays-là, n'a-t-on pas pensé à un complot? Vous ne l'aviez pas entendu? Si, on en a parlé, beaucoup l'ont dit, beaucoup ont pensé à un complot que le Sénégal aurait monté pour affaiblir la musique guinéenne. Mais ce sont des spéculations. Effectivement, quand le Bembea devait aller au Sénégal, il semblerait que le président Ahmed Sékou Touré s'était opposé quand ils ont reçu l'invitation, mais que le secrétaire d'État à la culture et à la jeunesse du Sénégal a fait le déplacement pour dire au président Sékou Touré que ce qui se passe c'est entre les jeunes du Sénégal et les jeunes de la Guinée, que le gouvernement guinéen et sénégalais n'avait rien à voir avec ça, que c'est la jeunesse du Sénégal qui voulait voir Demba, qui voulait voir Demba sur scène. Bien. Monsieur Yamoussa Sidibé, merci d'être intervenu ce soir. C'est un plaisir. Est-ce qu'on peut avoir le livre? Le livre a été édité par Harmattan Guinée. Il est à l'Harmattan, en face du restaurant Le Cèdre, Almamia. Bien. On peut le retrouver également sur Internet. Sur Internet aussi. Bien. Et pour le dédicacer, on peut trouver le doyen où? Je vous interdis de me dire doyen. On est tous jeunes. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Appelez-moi simplement et puis je viendrai dédicacer. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Ça a été un immense plaisir aussi. Vraiment. Et moi, j'invite les gens à lire ce roman pour ceux qui n'ont pas entendu parler de Demba ou bien ceux qui ont entendu parler de Demba. Ils peuvent avoir beaucoup plus d'informations à travers cet ouvrage. Demba, l'étoile filante du Bembé, avec M. Yamoussa Sidibé, qui est un ancien élève de l'École nationale supérieure de Mania. Voilà, vous aurez tout ici. École normale supérieure de Mania, près de Conakry, enseignant journaliste. Il est aussi homme de culture. Demba, l'étoile filante, et son 6e roman. Voilà, au-delà qu'il soit journaliste, c'est aussi un écrivain. Merci beaucoup. Martin pose le temps pour nos obligations commerciales. On revient juste après sur Radio Espace TV, les informés. Après la pause, le travail. Chaque soir, les experts de la société civile, artistes ou chefs d'entreprise se retrouvent pour défendre leurs convictions sur 3 sujets d'actualité. Éditorialistes, experts, influenceurs, artistes, chefs d'entreprise, l'occasion d'entendre ces personnalités s'exprimer sur des thèmes divers et même hors de leur domaine d'expertise. Sur Espace, c'est Les Informés. Tierno Madjouba, Félix Tamba Milimouno, Théophile Fassamano, Alphonse Marat.